Bonjour, ou alors bonsoir à tous. Alors, Roger Fotso, je suis spécialiste de métier de l'eau. Je suis consultant chez Water Environmental Service à Douala au Cameroun et ici à Houston aux États-Unis. Alors, comme vous savez, mon expérience dans les métiers de l'eau, on peut déjà compter aujourd'hui 25 ans. Mais ce n'est pas tant le nombre d'années passées sur le terrain, sur tout ce qui concerne dans les entreprises, dans les salles de formation qui pour moi est le plus important. Mais c'est ce que j'ai pu glaner comme connaissance, glaner comme expérience, glaner comme je vais dire quoi? Oui, comme expérience sur le terrain. Et aujourd'hui, ce qui compte le plus pour moi, c'est de pouvoir transmettre, c'est de pouvoir transférer toute cette connaissance-là à tous ceux qui ont ce besoin de comprendre les métiers de l'eau, mais aussi beaucoup plus pour aider toutes ces personnes-là qui ont un problème pour l'accès à l'eau potable. Parce qu'il faut bien comprendre que l'accès à l'eau potable est un véritable problème. Et si on ne le prend pas au sérieux, on va se retrouver dans une situation dans laquelle beaucoup de pays africains se trouvent aujourd'hui. C'est-à-dire, beaucoup de pays africains ont fait, je ne vais pas dire de mauvais choix, mais ils n'ont pas compris, juste après les indépendances, l'importance d'une certaine autonomie dans ce qui concerne l'accès à l'eau potable. Et l'autonomie, ce n'est pas de pouvoir avoir son entreprise à elle, l'entreprise nationale, ou bien si, blablabla. Non. L'autonomie, en fait, c'est de pouvoir former des gens qui peuvent être capables de permettre l'accès à l'eau potable en continu aux populations et de transmettre au fil des générations les connaissances que l'on a sur les métiers de l'eau. Parce que jusqu'aujourd'hui en Afrique, les gens ont tendance à croire que quand on parle de l'eau, ben, une rivière qui coule, c'est de l'eau. Bon, c'est suffisant pour utiliser, c'est suffisant pour boire. Non. L'accès à l'eau, c'est une chose. Je le dis toujours le jour, je le dis tout le temps. Il faut bien faire la différence. L'accès à l'eau est très facile, mais l'accès à l'eau potable est très compliqué. Il faut bien que l'on puisse faire la différence entre les deux. Il faut qu'on puisse faire la différence entre l'accès à l'eau et l'accès à l'eau potable. Parce qu'en Afrique, à 95%, on a accès à l'eau. Hein. Mais je ne suis pas sûr qu'à 15%, on a accès à de l'eau potable. Donc, il est donc important que l'on commence à éduquer les populations, que l'on éduque les communautés, que l'on éduque les responsables, que ce soit administratifs, que ce soit régionaux, que ce soit dans les petites communautés, dans les villages, à prendre sur eux-mêmes la responsabilité sur l'accès à l'eau potable. Parce que si on ne le fait pas, et que l'on continue à attendre le Messie, je ne sais pas trop qui, viendra donner l'eau potable, on n'aura pas accès à l'eau potable. Les villages, les communautés, même dans les villes, on continuera à construire, à s'installer, et puis 2 ans après, on se rend compte qu'on n'a pas de l'eau potable dans son quartier, et on va continuer à accuser X, Y ou Z, alors que il y a des solutions. Il y a même beaucoup de solutions. Il y a même beaucoup de façons de penser. Moi, tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on essaie aujourd'hui de remettre en cause, ou bien de remettre en question ce qui est fait jusqu'aujourd'hui et qui, ma foi, ne marche pas parce que dans beaucoup de pays africains, on est toujours dans le ratio de 15 à 20% d'accès à l'eau potable, sauf des pays comme le Maroc ou bien l'Algérie, les pays du Maghreb, hein, qui ont vraiment un très bon accès à l'eau potable. Le reste des pays, on végète. Et on végète pourquoi? Parce que si vous regardez bien dans toutes ces entreprises, dans tous ces pays, surtout d'Afrique subsaharienne, pourquoi est-ce que l'accès à l'eau potable est très compliqué? C'est parce que elles ont toutes dans ces pays une grande entreprise, une très grosse entreprise, qui s'occupe de tout, c'est-à-dire du nord au sud, de l'est à l'est, de l'est à l'ouest, pardon. Cette entreprise s'occupe de tout. Et lorsque vous avez ce type de schéma, vous avez donc une entreprise, c'est-à-dire qu'une pompe va tomber en panne dans une station
à 15 000 km de la direction générale, qui est dans la capitale économique ou bien la capitale politique, une pompe va tomber en panne. Il va falloir faire tous les papiers pour dire que la pompe est tombée en panne, que ça descend jusqu'à la direction générale et que maintenant la direction générale décide de voir quel est le fournisseur qui peut nous fournir cette pompe et puis que l'on lance l'appel d'offres, que l'on puisse avoir la pompe, que l'on décide d'acheminer à 15 000 km de l'endroit où la décision a été prise. Et ça, entre-temps, les populations n'ont plus accès à l'eau de cette zone. Et n'ont plus accès à l'eau. Et c'est ça le problème, parce que il y a beaucoup de bureaucratie. Ça, c'est le premier problème que l'Afrique subsaharienne a. C'est-à-dire, il y a beaucoup de bureaucratie dans les entreprises qui fournissent l'eau. Et au jour d'aujourd'hui, et encore, ce qui est encore plus marrant dans l'histoire, c'est que ces entreprises ont la mission de fournir l'eau, mais elles pensent qu'elles ont la responsabilité de fournir l'eau. Parce qu'en fait, ces entreprises sont créées pour aller là où l'urbanisation s'est déjà faite, ou bien pendant que l'urbanisation se fait, pour apporter la tuyauterie, mettre tout en place pour qu'il y ait accès à l'eau. Mais sauf que les principaux responsables de l'accès à l'eau potable sont généralement les promoteurs immobiliers. Donc, du coup, on permet dans ces pays d'Afrique subsaharienne, ce qui se passe généralement à 95%, c'est que la population s'installe toujours avant. Et lorsque la population s'installe avant, je vous donne un exemple simple, si le passage d'un tuyau d'eau, lorsqu'il y a encore personne dans une zone, coûte 1000 francs, sachez que lorsque la population s'installe, le même mètre, pour faire passer le même mètre de tuyau, il coûtera 250 fois plus cher. C'est-à-dire que s'il était question que vous utilisez 10 000 francs pour avoir accès à de l'eau, pour faire passer la tuyauterie chez vous, pour avoir un compteur, quand on a déjà construit dans toute la rue, ça vous coûtera simplement 250 000. Et parfois, ce que je vois dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire, ce sont, quand vous allez dans les villes, du moment qu'on a construit les routes, les gens sont installés avant que l'entreprise qui donne l'eau ne se présente, vous allez voir que les tuyaux d'eau passent dans les caniveaux. Parce que c'est le moyen le plus moins cher pour eux de faire passer cette tuyauterie. Puisqu'on a bétonné partout. Et ça coûte excessivement cher de le casser et de le faire passer les tuyaux. Donc, si vous allez, moi je vous donne un exemple que je connais bien, un endroit que j'ai vu. Si vous allez à Bonamoussadi, à Douala, à Makepe, à Douala, il y a un endroit qu'on appelle le consulat de Hongrie. Allez-y là-bas. Dans ce carrefour-là, vous allez voir, il y a des très gros caniveaux là-bas, des très grands caniveaux. Regardez à l'intérieur de ce caniveau, vous allez voir qu'il y a des tuyaux d'eau potable qui passent. Et c'est ça qui entraîne, ça dit, on va citer ci, on va citer ça. Il y a tellement de problèmes pour l'accès à l'eau potable que quand vous voyez ça, vous avez mal au cœur. Parce qu'en fait, ces gens, ils pensent qu'ils ont accès à l'eau potable à ce moment, mais s'il y a une pluie torrentielle et que ces caniveaux soient bouchés et que ces tuyaux restent dans les eaux usées, dans ces caniveaux, et qu'il y a baisse de pression à l'intérieur du tuyau, toute l'eau sale qui est à l'extérieur va se retrouver dans la tuyauterie. Donc, c'était en passant pour dire que l'hypercentralisation dans les pays d'Afrique subsaharienne empêche énormément l'accès à l'eau potable. Parce que tant qu'on ne libéralise pas ce secteur-là en Afrique subsaharienne, tant que les pays de l'Afrique subsaharienne ne comprennent pas qu'il faut que l'accès à l'eau potable revienne aux communautés. Quand je parle de communautés, c'est les quartiers, les villages, les villes, les mairies d'arrondissement, ou alors je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il faut que la production et la distribution de l'eau potable soient proches du consommateur. Il ne faut pas que un consommateur, que son château d'eau soit à 1 kilomètre de chez lui. Normalement, un château d'eau, quand vous regardez bien, partout où l'accès à l'eau potable est en continu, vous allez voir qu'il y a des châteaux d'eau à chaque kilomètre à la ronde. Oui, à chaque kilomètre à la ronde, il faut qu'il y ait une production de l'eau. Maintenant, on peut avoir de très grandes stations de production d'eau, comme ce que je vois dans beaucoup de pays en Afrique, notamment la belle station que je connais bien à Douala, à Yato. On peut avoir de très belles grandes stations comme celle-là, mais elles sont en renfort, c'est-à-dire qu'elles viennent en appui dans ces petites stations. C'est-à-dire qu'elles sont comme des grossistes, elles se comportent comme des grossistes, c'est-à-dire qu'elles vendent de l'eau à ces petites stations qui ont déjà des forages, qui peuvent produire de l'eau avec un forage de manière continue, mais qui prennent l'eau à cette grande structure en appoint
et elles peuvent distribuer l'eau 24 sur 24. C'est-à-dire que si leur forage tombe en panne, elles peuvent prendre l'eau qui vient de cette grande station et distribuer à la population en attendant d'arranger son forage. Tout comme si la grande station a un problème et qu'elle ne peut pas envoyer de l'eau, ben, elles peuvent continuer avec le forage et les gens continuent à avoir de l'eau potable en continu. Et ça, en mettant, comme j'ai dit, un château ou alors un district d'eau chaque kilomètre carré, ce qui arrive, c'est que tous ces districts ont ce qu'on appelle le principe de l'interconnexion. L'interconnexion est très importante. L'interconnexion veut dire, comme chez nous, les Bantous, si je n'ai pas le sel chez moi, je peux demander le sel à mon voisin en attendant d'avoir l'argent pour acheter le sel. C'est le même principe avec l'eau. C'est-à-dire, vous formez des petites communautés d'eau ou alors des petits districts d'eau et chaque district a sa structure de production qui est un forage ou alors qui achète l'eau en gros à je ne sais pas trop quelle entreprise qui fournit l'eau en grande quantité. Donc, elle produit son eau à elle, mais elle est connectée au district B. Le district B qui est connecté au district C. Donc, il y a l'interconnexion tout autour. Donc, le district A, lorsque la pompe de forage du district A tombe en panne et qu'elle ne peut pas produire de l'eau, ben, on prend de l'eau au district B calmement. On voit l'interconnexion, il y a un compteur. On prend l'eau au district B en attendant, on distribue à ses clients. Et le client ne saura pas qu'il y a une panne dans sa station. Et le jour où on arrange le problème du forage, de ce forage-là, ben on va à l'interconnexion. On dit, les deux ingénieurs reviennent à l'interconnexion. Ils disent, oh ok, quand tu as les problèmes, je t'ai envoyé 2500 mètres cubes d'eau. Tu veux me payer en argent ou bien tu veux garder ça en crédit d'eau? À 95%, on garde ça en crédit d'eau. Et le jour où le district B aura un problème, le jour où le district B aura un problème, on va simplement... Excusez-moi, j'ai ma petite caniche qui voulait dire bonjour. Allez, dis bonjour, dis bonjour, dis bonjour. On va parler d'eau potable. Allez, dis bonjour. Allez, merci. Allez, tu as dit bonjour. Allez, merci. Alors, je disais que lorsque le district B aura donc un autre problème une autre fois, on va lui remettre cette eau comme un crédit eau. C'est-à-dire qu'on va leur rembourser leur eau. Et c'est ce qui arrive. Et du coup, le client, que ce soit du district A, B, C ou D, ne verra jamais de coupure d'eau. Ne verra jamais de coupure. Parce que il y a plusieurs sources d'eau. Parce que regardez dans nos pays d'Afrique subsaharienne, qu'est-ce qui se passe à 95%? Regardez très bien. Dès que la grosse station a un problème d'eau, parce que dans toutes nos villes, on a toujours des très grosses stations d'eau. Dès que cette station a un problème, vous allez voir un communiqué qui dit « Oh, l'entreprise qui distribue l'eau ne peut pas vous envoyer l'eau parce que on est en maintenance dans notre station. » Ou alors, pire, parce que c'est un autre point sur lequel il faut qu'on discute, l'autonomie en énergie. Donc, vous voyez que comme ces entreprises ne sont pas autonomes en énergie, du coup, lorsqu'il y a coupure de l'entreprise sœur qui partage l'énergie, dès qu'elle coupe l'énergie dans la zone où il y a la grosse entreprise qui donne l'eau, la grosse usine qui donne l'eau dans toute la ville, vous aurez un communiqué qui dit « Oh, faute d'électricité, on n'aura pas d'eau dans tous les quartiers de la ville. » C'est vrai qu'on cite 4, 5, 6, 7, 8 quartiers, mais quand on cite les 4, 5, 6 quartiers, c'est toute la ville qui n'aura pas d'eau. Or, il faut donc qu'il y ait cette autonomie dans la gestion, la distribution de l'eau. Pardon, la production et la distribution de l'eau. Et cette gestion passe d'abord par l'autonomie en énergie de ces stations-là. C'est pour ça que toutes ces stations, dans tous les pays où vous allez avoir accès à l'eau potable en continu, toutes les structures de production ou alors de distribution d'eau, quand je dis la production, c'est le forage ou alors la station d'eau de traitement d'eau de surface, et la distribution, c'est à partir du château, parce que la distribution commence à partir du château d'eau vers le consommateur. Toutes ces structures-là ont une autonomie en énergie. Ça veut dire que quoi? En plus de l'énergie venant de l'entreprise qui donne l'énergie dans la zone, elles ont tous soit un groupe électrogène, soit elles ont des batteries qui conservent de l'énergie, telles que
lorsqu'il y a une coupure, elles peuvent continuer de produire ou de distribuer l'eau pendant au moins 15 heures de temps. Donc, cette autonomie-là est très importante pour l'accès à l'eau potable en continu. Parce qu'il faut bien comprendre que le problème d'accès à l'eau potable n'est pas seulement d'avoir de l'eau à son robinet de temps en temps. Le véritable problème de l'accès à l'eau potable, c'est que l'eau doit couler dans votre robinet en quantité, en qualité et surtout en continu. En continu, c'est-à-dire sans arrêt. Quel que soit, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait n'importe quel problème, l'eau doit couler dans votre robinet. Et pour le faire, il faut simplement que la production de l'eau ne soit pas à plus d'1 kilomètre du robinet du consommateur. Tant que dans nos villes subsahariennes, en Afrique subsaharienne, on aura l'usine qui produit l'eau à 15-20 km des ménages, on aura dans nos villes à peine 2-3 châteaux d'eau pour toute la ville, ben on n'aura pas accès à l'eau potable. On va faire ce qu'on appelle le rationnement de l'eau potable. Alors que si on divise nos villes en districts, si on divise les villes d'Afrique subsaharienne en districts, en libéralisant le secteur de l'eau, c'est-à-dire que les États deviennent tout simplement des gendarmes. Parce qu'il faut bien préciser cela. Quand on dit libéraliser, ce n'est pas seulement commencer à donner des agréments à X, à Y ou à Z de faire un forage, de faire l'opération ou alors de distribuer de l'eau. Non. Il faut qu'à ce moment, l'État devienne le gendarme. Et quand on dit le gendarme, ça veut dire qu'il n'y a pas de complaisance. Vous donnez une licence à quelqu'un pour donner de l'eau potable. Si cette personne fait une faute, parce que l'eau, c'est un problème de santé publique. C'est un problème de santé publique. S'il n'y a pas d'accès à l'eau potable, il y a beaucoup d'accès aux maladies. Quand il n'y a pas d'eau potable, regardez bien. À partir du moment où l'eau potable n'est pas là, il y a beaucoup de maladies qui s'installent. Quand il y a l'eau potable, il y a plein de maladies qui s'en vont. De manière naturelle, sans forcer, sans que l'on ait à faire quoi que ce soit. Les maladies vont s'en aller dès qu'il y a de l'eau potable. C'est comme ça. C'est pas sorcier. Mais dès qu'il n'y a pas d'eau potable, alors il y a développement de toute forme de maladie possible. Que ce soit de la peau, des yeux, dans le corps, partout. Imaginez tout type de maladie que vous pouvez avoir. Dès qu'il n'y a pas d'eau potable. Donc, l'État devrait jouer dans son rôle de gendarme. Et le rôle de gendarme dans les métiers de l'eau est simple. Vous donnez une licence à quelqu'un pour faire un travail spécifique. À la plus petite incartade, c'est-à-dire que dès qu'il ne peut pas se rassurer que l'eau qui sort de sa station, qui va vers le consommateur, est de bonne qualité, vous lui enlevez sa licence. Et je vous dis encore, si vous voulez que quelqu'un soit dans le travail, que quelqu'un fasse bien son travail, touchez à son porte-monnaie. Touchez son porte-monnaie. Ça veut dire que quoi? Quand vous donnez une licence à quelqu'un pour produire et distribuer de l'eau potable, ou alors quand vous donnez une licence à quelqu'un pour opérer l'approvisionnement en eau potable, il a l'obligation de respecter la norme sur la qualité de l'eau. Et il a l'obligation de donner l'eau 24/24. Et vous devez le contrôler. Dès qu'il fait une petite erreur, vous lui enlevez sa licence. Les autres vont s'aligner. Dès que vous lui enlevez sa licence de producteur ou bien de quoi dans le métier de l'eau, les autres vont s'aligner. Chacun saura que si je ne fais pas comme la norme décide ou bien comme le cahier de charge le dit, on va m'enlever ma licence. Et si on enlève sa licence, il n'aura plus de travail. Et s'il n'a plus de travail, du coup, vous voyez que vous avez touché à son porte-monnaie. Donc, les autres vont s'aligner. Les autres vont bien faire le travail. Et l'État va toujours contrôler. Si l'État contrôle au maximum de ce qu'elle peut, je vous assure, en Afrique subsaharienne, on aura accès à de l'eau potable. Ce n'est pas sorcier. Je le dis encore. Et on va me dire, oh ok, les villes sont déjà construites pendant des années. Il faut beaucoup d'argent pour mettre les tuyaux. Oui, mais arrêtons-nous pour le moment. On s'arrête pour le moment. On se dit, ok, on a déjà une ville qui est formée, qui a des problèmes d'accès à l'eau, qui a des problèmes de distribution de l'eau, parce que il y a des constructions et tout. Ok, c'est bien, on comprend. Mais arrêtons-nous. Et disons qu'à partir d'aujourd'hui, tous les nouveaux quartiers, voilà la norme pour vendre le terrain. Parce que comme je dis toujours, le premier responsable du non-accès à l'eau potable,
ce sont les promoteurs immobiliers. Je le dis tous les jours, personne ne veut m'écouter. On fait croire que, oui, l'entreprise nationale qui donne l'eau est responsable. Non, elle a la mission. Mais elle n'est pas responsable. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire des choses irresponsables en disant que c'est cette entreprise qui est responsable. Non, elle a la mission de donner l'eau. Sauf que vous devez l'associer au plan d'urbanisation. Si vous n'associez pas l'entreprise qui est chargée, qui a la mission de donner l'eau potable à l'urbanisation, elle ne sera pas là. Si vous ne l'appelez pas pour dire, voilà, nous sommes en train d'ouvrir un nouveau quartier. Ce quartier a 2 hectares. On va faire 10 routes. Il y aura tel nombre de routes. On aura tel nombre de lots de terrain ici, de l'eau à vendre. Venez passer la tuyauterie, comme ça, le jour où on commence à vendre les terrains, les gens ont déjà accès, ils ont la tuyauterie qui est passée pour l'eau. Si vous ne les appelez pas, ils ne viendront pas. Ce n'est pas cette entreprise qui est chargée de distribuer l'eau, qui a la mission de distribuer l'eau dans les pays subsahariens. Ce n'est pas à elle d'aller creuser, passer la tuyauterie dans les nouveaux quartiers. Non. Il faut que les opérateurs fonciers ou alors les promoteurs immobiliers les contactent. Au moment où vous voulez ouvrir une communauté, ouvrir une zone, appelez-leur. Allez faire appel à cette entreprise qui a la mission de donner l'eau potable. Vous leur dites, j'ai 15 hectares de terrain, je veux viabiliser, parce que le terme viabiliser, il faut bien comprendre le terme viabiliser. Quand on dit qu'on viabilise, ça veut dire qu'on fait la route, on apporte la tuyauterie d'eau, on apporte le courant électrique, on apporte les câbles de téléphone, on apporte Internet, on apporte le gaz. Voilà ce qu'on dit, viabiliser un terrain. C'est-à-dire que la personne qui vient acheter son terrain a déjà le minimum. Parce que tout ça sont les utilités. C'est ce que l'homme a besoin à la base. On a besoin à la base de l'eau, de la lumière, du téléphone, du gaz ou bien du bois de chauffage pour s'installer. Mais quand vous vendez le terrain à quelqu'un, sans électricité, sans eau, et il est tellement fier, parce que, encore une autre chose qu'il faut dire là-dessus, c'est que on a beau blâmer aussi les promoteurs immobiliers, mais il faut bien qu'on blâme nous qui sommes les clients, parce que nous ne sommes pas exigeants. Vous achetez comme si comme vous étiez en train de supplier qu'on vous vende le terrain. Non. Vous devrez avoir ce qui est par rapport au prix que vous payez. Au Cameroun, par exemple, je vais prendre un exemple simple que je connais au Cameroun. Vous savez qu'est-ce qui donne la mercurielle des terrains au Cameroun? Ce n'est pas les utilités. Ce n'est pas l'accès aux utilités qui donne le prix de la mercurielle. Non. Vous venez voir un vendeur de terrain aujourd'hui, il vous dit, bon, ben, il y a le ministre tel qui a acheté deux lots ici, il y a tel homme d'affaires qui a acheté, dont le prix c'est 13 000. Quand vous revenez 4 jours après, il vous dit, bon, tu as un peu traîné. Donc aujourd'hui, là, il y a encore tel autre ministre qui s'est installé, il y a tel homme d'affaires qui s'est installé, les gens ont commencé à construire, donc maintenant c'est 20 000. Alors que ce n'est pas ça. La mercurielle devrait être faite par rapport à l'accès, par rapport à la zone, comment on peut avoir accès aux utilités, à l'école, à l'hôpital. Donc, nous les clients aussi, nous sommes fautifs. Parce que nous sommes pressés. On a l'impression qu'on a de perdre un deal. Non. Vous leur donnez la chicotte pour qu'ils vous fouettent. Lui, dès qu'il vous a vendu le terrain, il s'en fout. Maintenant, tu te débrouilles. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On pointe du doigt. On commence à pointer du doigt. Non, c'est tel qui est responsable de... Non, c'est pas ça. Nous aussi, on n'a pas de responsabilité. Donc, je voulais dire, pour finir là-dessus, c'est que le premier responsable, le premier et unique responsable du non-accès à l'eau potable dans nos villes en Afrique subsaharienne, ce sont les promoteurs immobiliers. Ils sont les responsables. Mais aussi, c'est parce que la réglementation ne leur donne pas la mission. Si on libéralise le secteur et que tout le monde peut avoir une licence pour avoir accès à l'eau, comme je vous dis, je donne un exemple simple. Je parlerai toujours de Douala que je connais très bien. Il y a une zone qui se développe très rapidement aujourd'hui, l'Indi-Ngombe. Ok. Pourquoi est-ce que on ne peut pas libéraliser le secteur de l'eau et que X qui peut financer s'en aille là-bas, fait un bon forage industriel, que l'État doit venir vérifier que le forage est fait dans les normes et qu'il a passé la tuyauterie pour toute la zone. Et maintenant, on donne l'agrément à une entreprise qui peut faire l'opération de l'eau. Et l'État passe son temps à contrôler, se rassurer que l'eau est désinfectée, l'eau n'a pas de minéraux nocifs pour la santé, ou bien que la quantité de minéraux dans l'eau n'est pas nocive. Et les populations vont s'installer en ayant déjà l'eau.
à leur porte. C'est ce qui se fait partout ailleurs. C'est ce qui se fait partout ailleurs. Ne croyons pas que c'est une calamité, ne croyons pas que chez les autres c'est comme ça et que chez nous ça ne peut pas. Non, ça se peut. Il faut juste une petite volonté. Moi, j'exhorte nos gouvernements en Afrique subsaharienne parce que c'est un problème sur toute l'Afrique subsaharienne, hein, que vous allez... bon, le Sénégal aujourd'hui s'est beaucoup développé sur l'accès à l'eau potable, hein, ça il faut le dire. La Côte d'Ivoire, elle a pris encore un autre pas d'avance, mais si vous allez au Burkina, au Togo, au Mali, au Nigeria, au Cameroun, en Centrafrique, au Congo, c'est la même rengaine. On a une très grosse entreprise qui fournit de l'eau et la station est à 25 km de certains robinets. Parfois, on a la pression, parfois, on n'a pas de pression. Et du coup, l'accès à l'eau potable est clopin. C'est-à-dire que de temps en temps, le quartier X a de l'eau, après le quartier Y en a, après on fait 6 mois sans avoir de l'eau, et ça ne gêne personne. Sauf que si on libéralise le secteur et que l'État fait son devoir de gendarme, parce que la seule personne qui peut contrôler, c'est l'État. C'est l'État. Il faut qu'on le dise, qu'on ne se trompe pas. Partout ailleurs, partout où j'ai travaillé dans le monde, c'est l'État qui contrôle. L'État régule. Ne croyez pas que en libéralisant le secteur de l'eau, vous allez faire... Non, l'État est là, et droit dans ses bottes. Et l'État doit veiller à ce que quand on donne une licence à quelqu'un pour donner de l'eau dans un quartier ou bien dans un district bien précis, que cette entreprise respecte le cahier de charge. Et à la fin de la journée, tout le monde aura l'accès à l'eau potable. Donc, je voulais dire tout simplement que ce n'est pas le plus dur. Il faut juste qu'on ait cette volonté, que l'État, moi c'est mon conseil, hein, c'est ce que je pense par rapport à l'expérience que j'ai vécue. Ça peut prendre du temps pour se faire, mais dans nos pays en Afrique subsaharienne, on a vraiment besoin de libéraliser le secteur de l'eau. Parce que tant que ce secteur-là n'est pas libéralisé, on ne peut pas avoir accès à l'eau potable en continu. Parce que vous ne pouvez pas taper sur les doigts, l'État ne peut pas taper sur les doigts de son entreprise, ça c'est clair. Il faut qu'on se dise la vérité. L'État n'ira jamais taper sur les doigts de son entreprise. Mais si ce sont des privés qui sont là-dessus, l'État peut leur taper sur les doigts très facilement. Oui, l'État peut leur taper sur les doigts très facilement. Et il y a la compétition. Parce que vous savez, quand on libéralise un secteur, il y a la compétition. Et la compétition vient avec le fait que si vous faites mal, on vous dégage. On touche à votre porte-monnaie. Et du coup, tout le monde sera très content de bien travailler, de donner le maximum de soi pour que l'accès à l'eau potable soit bien fait et en continu. Donc, le conseil que je donnerais, c'est que on libère le secteur de l'eau dans nos pays d'Afrique subsaharienne. L'État joue son rôle de gendarme. On permet la création des districts. On permet l'interconnexion des districts. Et en passant aussi, parce que ce que beaucoup de gens oublient, c'est que lorsque les secteurs comme ceux-là sont libéralisés et qu'on donne des licences pour exploiter à plusieurs personnes, je peux vous rassurer que pour un pays comme le Cameroun que je connais bien, on peut créer au minimum 20 000 emplois sur les métiers de l'eau. Minimum. C'est le minimum qu'on va créer. 20 000 emplois pour les métiers de l'eau. 20 000 emplois, le minimum qu'on va créer. Parce que le secteur, il est vierge. Le secteur est vierge. Il y a tellement d'emplois créés. Parce qu'il y a tellement de choses à faire pour que les gens n'ont que... il faut bien comprendre que l'eau, c'est le besoin primaire. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un peut se priver de manger ou de faire n'importe quoi, mais personne ne va se priver d'avoir accès à l'eau. Hein. C'est-à-dire que si vous mettez le compteur devant la porte de quelqu'un, il va tout faire pour payer son eau, pour avoir son eau potable tous les mois. C'est un marché brut, vierge. C'est-à-dire les entreprises qui font les métiers de l'eau, là, les entreprises qui donnent l'eau, là, elles sont... Donnez seulement l'accès à l'eau. Mais dans nos pays en Afrique subsaharienne, on a un blocage. L'urbanisation est sauvage. Personne ne contrôle l'urbanisation. Personne ne permet à ce que lorsque l'on entame l'urbanisation, que l'on entame aussi l'accès à l'eau potable. C'est à ce moment-là qu'on doit passer les tuyaux. Quand on prend les bulldozers pour partir ouvrir les quartiers. Pendant que les bulldozers ouvrent les routes là, on passe aussi les tuyaux d'eau. Et maintenant, quand on a découpé en lot, le papier, moi quand vous partez
acheter le terrain. Le gars va vous apporter un papier où c'est bien tracé avec les lots, il te dit voilà le lot X, Y, Z. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas passer les tuyaux devant tous ces lots-là? Comme ça, le lendemain matin, quand l'entreprise qui donne l'eau, ou bien qui distribue l'eau, vient, elle vient seulement connecter son tuyau à l'entrée de la communauté. C'est simple. Mais il y a un problème de volonté. Et la volonté n'y est pas parce que le client ne paye... En fait, le client se comporte comme si il suppliait pour qu'on lui vende le terrain. Si vous exigez, ils vont le faire. Si vous dites là aujourd'hui que personne n'achète le terrain sans qu'il y ait l'accès à l'eau, mais les promoteurs immobiliers vont s'aligner. C'est clair, il faut qu'on dise la vérité. Mais comme les gens sont toujours prêts à dire c'est une très bonne affaire, il faut que j'achète vite avant, ben, ils vont vendre. Et dès qu'ils ont vendu, ils sont partis. C'est vous qui revenez après commencer à chercher, creuser d'abord. Bon, on creuse le puits pour construire. Après, quand on a fini de creuser le puits, on creuse un petit, bon, ce qu'on appelle forage. On creuse un forage. Et puis après, on se débrouille. On crie partout dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas l'accès à l'eau potable. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas ceci. Mais c'est vous qui étiez fautif. Vous vous êtes mis dans cette situation. Les promoteurs immobiliers ont des licences pour ouvrir les quartiers. Et dans le cahier des charges, il leur est bien dit qu'ils doivent faire passer les tuyaux d'eau. Ils doivent viabiliser. Le terme viabiliser, c'est ça le terme. Et dans la viabilisation, on doit apporter la lumière, on doit apporter de l'eau, on doit apporter le gaz, on doit apporter le téléphone. Donc, quand vous voulez viabiliser, vous appelez toutes ces entreprises qui font dans ces métiers-là pour qu'ils viennent vous faites ça ensemble. Et c'est pour ça que vous voyez dans nos villes, on va souvent faire une route. C'est quand on finit de construire la route, quand on vient creuser le lendemain matin pour faire passer les tuyaux d'eau, ou bien pour faire passer les tuyaux de courant. Ce sont des aberrations. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas de coordination. Il n'y a pas de coordination. La coordination est importante, surtout pour l'accès à l'eau potable. On devrait faire tel que l'État devient le gendarme, l'État contrôle, et l'État, dans les stations de traitement d'eau, vous venez avec des kits comme ça, vous allez analyser votre eau. Ou bien chez le client. Il faut tout faire pour que l'accès à l'eau potable soit continu. Et donc maintenant, tous ces génies qui ont réussi à avoir des forages, ça c'est une autre question. Parce que au Cameroun, il y a de très bons foreurs. Mais ils sont très peu, ils sont dilués. Ils sont très peu. On a, si vous prenez 10 foreurs au Cameroun, il y en a 8 qui sont des creuseurs, je sais pas. Parce que dès qu'un gars a réussi à avoir la pelle et je sais pas, la brouette, il te dit qu'il est foreur. Et c'est pour ça qu'ils vont vous laisser des trous béants, à la merci des eaux de ruissellement, à la merci des eaux de puisard. Allez regarder ce qu'ils vous donnent comme tête de forage. Parce que le forage doit être hermétiquement fermé. Aucun contact avec les eaux de surface. Mais nous, on ne prête pas l'œil à ça. Vous ne pouvez pas, dans une ville comme Douala, qui est à 50 cm en dessous du niveau de la mer, où les inondations sont courantes, vous mettez la tête de forage est au niveau du sol, dans le dallot, plus bas que le niveau du sol dans votre maison. Non. Dès qu'il pleut là, l'eau va entrer dans votre puisard, ça va ressortir, ça va rentrer dans votre forage. Et vous êtes tous surpris d'avoir la typhoïde. C'est ça qui est marrant. C'est-à-dire que les gens ils sont surpris d'avoir la typhoïde, les amibias. Parce que ces pseudo-foreurs, il faut que je les appelle comme ça. Parce que comme je dis encore, il y a de très bons foreurs au Cameroun. Hein. Il y a Easy Water, ils sont pleins, il y a de très bons foreurs. Il y a de très bons foreurs au Cameroun. Mais il y a beaucoup de charlatans à côté qui ont réussi, parce que je me demande toujours le génie, qui a réussi à dire aux Camerounais que dès qu'une eau est claire, elle est potable. Et c'est ça que les foreurs utilisent pour vous dire que quand je creuse mon eau, elle est potable. Parce que dès que l'eau sort, les premières eaux, dès qu'elles sont sorties, après qu'on ait fait le soufflage, si on en fait même, l'eau elle est claire, hein, et ça va durer comme ça pendant au moins 1 mois. L'eau elle est claire. Sauf que ce n'est pas parce qu'elle est claire qu'elle est potable. Parce que si c'était le cas, comment faites-vous pour savoir s'il y a des bactéries dedans? Comment faites-vous pour savoir qu'il y a de l'arsenic à l'intérieur? Comment faites-vous pour savoir qu'il y a des métaux lourds dans cette eau? Le plomb, le cadmium, le chrome. Vous faites comment? Il faut faire une analyse. Et c'est à ce niveau que les laboratoires d'analyse des eaux interviennent. Donc,
Votre forage est une étape pour l'accès à l'eau potable. Votre forage n'est pas accès. Avoir un forage, il faut bien que je précise. Avoir un forage est le début de l'accès à l'eau potable. Avoir un forage n'est pas synonyme d'avoir accès à de l'eau potable. Parce que lorsque vous avez un forage, vous n'êtes pas différent de celui qui a de l'eau qui coule derrière sa case. Et après que vous avez capté cette eau de votre forage, comme si on pouvait aussi capter l'eau de la rivière, on fait des analyses. Et il faut toujours vous rassurer. Je parle beaucoup de la tête de forage. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Allez dans mes multiples vidéos, vous verrez ce que j'appelle une tête de forage. Comment elle doit être faite. Parce qu'elle est le premier rempart pour barrer toute contamination superficielle. Parce que la majorité, quand vous tombez sur une nappe, en bas, quand vous tombez sur une nappe à 50, 60, 70 mètres, rarement il y aura des bactéries. Hein. Très rarement il y aura des bactéries. Mais c'est parce que vous avez des contaminations superficielles. Parce que les forages ne sont pas étanches. Vous prenez 10 forages au Cameroun, 8 ne sont pas étanches. Parce que le gars, c'est souvent que je creuse, j'envoie, je fais le tubage avec le tuyau bleu là, et puis je prends la corde, j'attache la pompe à l'intérieur, j'accroche ça au-dessus, je prends un dallot, je pose dessus. C'est bon, le forage est bon, l'eau sort. Non. Il vous a fait un puits ouvert, hein? C'est un puits à ciel ouvert qu'il vous a fait. Le cafard va tomber à l'intérieur, le rat va tomber à l'intérieur, la souris va tomber à l'intérieur, ça va se décomposer. Et vous allez boire ça au robinet. Vous allez le boire au robinet. Donc, la tête de forage est c'est une partie tellement essentielle pour votre forage. Vous êtes très loin d'imaginer que c'est la partie essentielle de votre forage. Parce que c'est elle qui permet, en plus de tout ce que vous mettez comme massif, filtrant et puis massif pour l'étanchéité au bord des tubes, la tête de forage est celle-là qui empêche que tout ce qui est haut de surface ne se retrouve dans votre forage. L'eau est la seule chose qu'on ne peut pas arrêter. Hein. Donc il faut seulement qu'on mette quelque chose. Parce que quand vous faites votre tête de forage, vous ne faites pas l'étanchéité autour. L'eau va rogner, l'eau va faire, il y aura érosion et ça va descendre. Et dès qu'elle va trouver une fissure pour descendre jusqu'à dans votre forage, chaque fois qu'il va pleuvoir, bien chaque fois qu'on va verser l'eau dans la cour, il y aura une goutte qui va prendre les bactéries qui vont descendre dans votre forage. Donc, il faut se rassurer, votre tête de forage est très importante. C'est vrai que si vous ne tombez pas sur un bon forage, il ne saura même pas à quoi c'est la tête de forage. Pour lui, c'est qu'on prend un morceau de bois, on attache la corde là, on pose, on fait le thé. On fait un thé au-dessus de votre... Vous voyez quand le tuyau bleu sort là, il va prendre le couteau, il va couper au milieu, il va faire une entaille. Il va passer le morceau de bois là, il va attacher la pompe, parce qu'il va mettre une corde sur la pompe pour qu'elle ne tombe pas dans le forage. Il met la corde là, il attache, il pose. Voilà. Le forage est bon. Il sort le tuyau avec le petit thé là. Voilà. Mais non. Vous voyez le gros tuyau bleu là, c'est ouvert là. Le tuyau bleu là, c'est là où l'eau se concentre pour que la pompe aspire. Ça veut dire que si n'importe quoi tombe dans le tuyau bleu là, tout ce qui tombe dans le tuyau bleu, ça va pourrir. C'est pas que si un rat tombe là, la pompe va tirer ça en entier, non. Il va prendre le temps de se décomposer, puisque c'est de l'eau qui est en bas. Hein. Il va se décomposer, les lézards, les cafards, il va se décomposer. Et votre pompe va tirer pour vous envoyer ça dans le bac et du bac au robinet. Et quand on parle même du bac, c'est parce que c'est encore notre débat. Hein. Les bacs, les miradors qu'on met sur les toits au Cameroun, on oublie là, on abandonne. Vous voyez quelqu'un, le jour où il a fait son forage, il a posé un bac là-bas, il n'est jamais monté là-bas. Il ne sait même pas ce qui se passe là-bas. Mais il te dit qu'il a l'eau du forage et que l'eau est potable. Mais il faut le voir à la Kentini ou bien à l'hôpital d'ici des dos tous les jours. J'ai mal au ventre. La peau de l'enfant n'est pas bien. Ma tête fait mal. Mais si tu lui dis que c'est le bac là qui n'est pas entretenu, ou bien c'est son forage qui n'est pas traité, il va trouver que vous êtes un peu excessif. Mais bon, on se battra autant qu'on peut hein, pour sensibiliser, pour que les gens comprennent. Donc le forage, c'est bien de l'avoir parce que c'est l'accès à l'eau, mais il faut que ce soit fait dans les règles de l'art. Et pour que ce soit fait dans les règles de l'art, il faut que vous essayiez de contacter des spécialistes des métiers de l'eau. Quand vous contactez une entreprise pour faire un forage, il y a des questions qu'il va vous poser. Il y a des questions que vous devez aussi poser. Et
Vous pouvez par là savoir si le gars connaît ce qu'il fait ou pas. Par exemple, quand quelqu'un vous dit de lui donner, il vous dit, donnez-moi, vous lui dites, j'ai mon terrain à Bafia. Il n'est jamais allé à Bafia. Il ne connaît pas la tectonique. Il ne connaît rien de la géographie, de la géologie de Bafia. Il vous dit, donnez-moi 3 millions, je vais aller forer. Mais il va aller forer sur quelle base? Sur quelle base est-ce qu'il va aller forer? Il n'y a qu'une étude hydrogéophysique qui permet de savoir comment est-ce qu'il va forer, les difficultés qu'il va rencontrer pendant le forage. Et ce sont ces difficultés-là pendant le forage qui font le prix de votre forage. Le prix du forage n'est pas fonction de votre tête. Le prix de votre forage est fonction de la difficulté que le foreur va rencontrer pour arriver sur la bonne nappe. Parce que vous partez de 0 à 100 mètres, on peut traverser même 4-5 nappes. Et il y a maintenant ce qu'on appelle la bonne nappe, là où il va mettre la pompe. Donc, il faut faire très attention. Quand quelqu'un vient vous dire, donnez-moi 1 million, je vais vous faire le forage. Donnez-moi 3 millions, je vais faire le forage. Comme ça, au pif. Non. C'est malhonnête. Parce que là, il joue sur le bon sens. Il joue sur votre bon sens. Vous lui donnez l'argent, il vient chez vous, il commence à creuser. Dès qu'il tombe sur la première nappe, vous êtes tellement excité de voir de l'eau que vous dites, oh, il y a de l'eau. Et il s'en va. Il ferme tout là, boum, il met la pompe, il attache la corde là, il s'en va. Et puis, la nappe va tarir après 4 mois. Ou bien, elle va s'embourber là en bas. Et il va vous dire, vous avez même payé combien? Je vous ai fait une faveur. Si ce n'est pas tel qui m'avait conseillé, je n'aurais pas fait votre forage. Vous avez même payé combien? Et là, vous vous retrouvez avec un trou béant dans votre cour. Apprenons, nous, Africains, apprenons, nous, Camerounais, à aller vers des spécialistes, vers des personnes bien établies pour ce que l'on veut, notamment les métiers de l'eau. Parce que le forage qu'on fait devant votre maison, c'est ça qui va définir votre santé pour le restant de votre vie. Hein. Si le forage est mal fait, vous commencez à boire l'eau souillée, c'est les maladies que vous allez mettre dans votre corps du 1er au 31. Donc il faut faire très attention. Il faut pas prendre l'accès à l'eau potable comme de la blague. Moi, je vois beaucoup de Camerounais prendre ça comme c'était un jeu. Ça m'écoeure beaucoup. Ça m'écoeure. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on va jouer. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle on va blaguer. Non. L'accès à l'eau potable n'est pas un jeu. Il y va de notre santé. Votre santé dépend à 95% de l'eau avec laquelle vous interagissez au quotidien. Il faut que l'on se le dise. Que l'on soit clair là-dessus. N'ayez pas peur. Si je vous dis que quand votre forage est à 2 mètres de votre puisard et que votre puisard n'est pas étanche, vous buvez l'eau des excréments. Oui, n'ayons pas peur de le dire. Vous buvez l'eau de votre WC. On vous fait un forage qui n'est pas étanche. Votre puisard est à 3 mètres et il n'est pas étanche. Vous ne savez pas qu'en bas, l'infiltration se fait. Après, vous êtes surpris d'avoir la typhoïde, d'avoir la méningite, d'avoir je ne sais pas trop quelle autre maladie hydrique. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas la magie. Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est de la pure science. Et c'est simple. Apprenez à vous renseigner lorsque vous voulez prendre la décision de faire un forage. N'allez pas juste demander. Autant mieux demander qu'on vous fasse un puits. Parce que quand vous parlez de forage, on vous prend de l'argent, on vous fait un trou béant dans votre cou. Non, il vous a mis encore plus en danger. Parce que je sais que mentalement, si on vous dit que vous avez un puits à la maison, il y a des risques que vous ne prendrez pas avec cette eau. Mentalement, si vous savez que c'est un puits, il y a des risques que vous n'allez pas prendre. Il y a des choses que vous n'allez pas faire avec cette eau. Mais quand on vous dit que c'est un forage, alors qu'il n'est pas différent de votre puits, vous vous lâchez. Puisque déjà, on vous a fait croire que l'eau du forage est potable. Et dès que vous vous lâchez, bonjour les maladies hydriques. Vous buvez les cafards, vous buvez les souris, vous buvez les rats tous les soirs. Sans compter les algues. Ceux qui ont les châteaux, enfin les bacs au-dessus de leur maison là. Je vais vous raconter une anecdote, ce que beaucoup ne connaissent pas. Prenez souvent la peine de, quand vous concevez, prenez la peine d'observer un peu. Vous savez, quand vous mettez ces miradors, ça veut dire que ça va un peu au-dessus de votre maison. Vous venez d'appeler les oiseaux. Les oiseaux aiment ce genre d'endroit.
Et généralement, les toits, comme les gars qui viennent installer ça, ils ne connaissent pas comment faire. Ils mettent la corde, le courant du flotteur à l'entrée du bac. Donc, du coup, le bac ne se ferme pas. Le petit bouchon du bac là ne se ferme plus. Donc, le truc est posé. Et ça va durer 2, 3, 4 mois. Un jour, un vent va enlever le bouchon là. Ça va amener ça. Le bouchon va partir. Et dès que le bouchon est parti, bonjour les poussières. Maintenant, les oiseaux. Parce que quand je vous le dis, vous allez dire que non, monsieur Fausse, vous êtes cru. Oui, je dois être cru pour que vous compreniez. Parce que vous prenez, vous croyez qu'on va vous caresser le sens du poil, vous dire les choses pour... Non, je ne vais pas vous dire les choses pour vous plaire. Je vous dis ce qui est. Quand le couvercle là s'en va, vous n'êtes même pas au courant. Hein. Souvent, il tombe juste à côté du bac à côté là. Vous n'êtes pas au courant. Les oiseaux viennent tous les soirs sur votre bac là en haut, dormir. Vous ne savez pas. Et l'oiseau ne va pas se positionner tel que sa tête est dans le bac. Il va se positionner tel que c'est son arrière-train qui est dans le bac. Puisqu'il s'agrippe sur le bord du bac pour dormir. Et quand il aura envie de déféquer, c'est dans votre bac là qu'il va déféquer. Si vous avez un bac au-dessus de votre toit, allez le vérifier. Faites-le nettoyer. Votre santé en dépend. Vous allez dire que je le dis parce que mon entreprise le fait. Oui, si vous voulez, n'appelez pas mon entreprise. Appelez n'importe qui peut vous nettoyer votre bac 1 à 2 fois par mois. Votre santé en dépend. Et le plus de fois que vous montez là-bas, ça fait que les oiseaux ont la peine à revenir. Ce bac est là où l'eau est stockée. Il doit être propre du 1er au 31. Désinfecté du 1er au 31. Si vous ne le faites pas, les oiseaux viendront déféquer à l'intérieur. Vous aurez des poussières qui vont se retrouver à l'intérieur. Vous aurez donc un développement des algues qui vont se retrouver à l'intérieur. J'ai posté une vidéo sur TikTok il y a quelques jours. Allez voir. Un bac qu'on a nettoyé. C'est une vidéo qu'un ami, monsieur Roméo Kamdem, nous a envoyée. Allez voir. Vous n'allez pas croire. Allez regarder. Parce que si on ne vous le dit pas, vous n'allez pas voir les dangers que vous courez. Les algues là, elles sont dans votre bac, elles se développent. Et puis, chaque fois que vous tirez un peu de sang, ça vient un peu. Et vous les avalez, vos enfants les avalent. Vos enfants se lavent avec la gale, les mycoses, tout ce qu'on peut imaginer. C'est pas sorcier, ça vient de là. Donc, il faut traiter de son fourrage. Il faut déjà se rassurer que le fourrage est bien fait. Se rassurer ensuite que la tête de fourrage est bien faite. Et vous faites une analyse complète dans un laboratoire d'analyse des eaux. Il y en a plein à Douala. Vous faites une analyse. Et maintenant, vous rencontrez un spécialiste de métier de l'eau qui va interpréter. Parce que arrêtez aussi d'aller dans un laboratoire et vous croyez que le laboratoire, comme il a analysé, il connaît. Non, il ne connaît pas. Son rôle, c'est d'analyser. Laboratoire, il analyse. Maintenant, vous voyez une entreprise qui traite l'eau. On va vous donner le conseil pour le traitement. Quel type de traitement il faut pour que vous ayez de l'eau potable en continu à votre robinet. C'est ce qu'il faut faire. Et de temps en temps, vous avez soit un appareil comme ça. On peut vous former, vous donner un appareil comme ça. Vous testez votre eau vous-même à la maison. Ou bien, vous appelez l'entreprise qui vous installe le système de traitement. Elle peut venir en termes de service, venir une fois tous les mois ou bien une fois tous les 2 mois. Elle teste votre eau pour voir si elle est toujours de bonne qualité. Ce n'est pas sorcier. Et comme on le fait pour une maison, on peut aussi faire des fourrages pour 10, 15, 20 maisons. Comme on peut faire un fourrage pour 100 maisons. Et ça revient à ce que je disais, les communautés. Vous faites des petits fourrages industriels. Quand vous ouvrez, vous avez 10 hectares, vous voulez ouvrir. Vous appelez une entreprise qui peut construire, qui peut faire un bon forage industriel, qui peut faire le traitement de l'eau et qui peut faire l'opération de l'eau. On vous fait un forage pour 200 maisons. Vous branchez tout ça. Vous faites les tuyaux avant que les gens ne viennent s'installer. Le jour où chacun vient commencer à construire sa maison, il y a l'eau, le compteur est là. Simple. Bon, je crois qu'on on a un peu discuté pour ça. Ce canal, comme je le dis, ce canal, c'est pour parler de tout ce qui concerne le traitement de l'eau, les métiers de l'eau. Et j'allais oublier de vous dire que le centre de formation professionnelle des métiers de l'eau, il est bel et bien ouvert. Hein. Le CFOPME, centre de formation professionnelle des métiers de l'eau, il est ouvert, il est en Dortmund, entre Zachman et l'UIT. Ce centre de formation a pour vocation de former tous les techniciens en termes de traitement des eaux
en termes de distribution de l'eau, en termes de gestion de l'eau, que ce soit la potabilisation des eaux de forage, le traitement des eaux de surface, le traitement des eaux usées, à ne pas confondre avec le placement des fosses septiques. Parce qu'au Cameroun, les gens pensent que ceux qui posent les fosses septiques sont les traiteurs d'eau usée. Non. Une fosse septique, c'est une fosse septique. Quand on parle du traitement des eaux usées, c'est-à-dire qu'on parle d'une station où l'eau vient et on traite et on déverse une eau traitée. Or, on recueille les boues et on peut traiter ces boues pour en faire un engrais biologique. Donc, le CFOPME, le Centre de formation professionnelle des métiers de l'eau, est bel et bien ouvert. Il est à Douala. Il répond au 691 45 46 20. Donc, il est basé à Ndogboun. Et on fait tout ce qui est formation sur tout ce qui concerne le traitement des eaux. Et on a des formations continues spécifiques aux entreprises. On le fait pour les entreprises, notamment le traitement des eaux de chaudière, le traitement des eaux de circuit de refroidissement. Si vous avez une osmose inverse dans votre usine, on peut former votre personnel dessus. Donc, on fait tout ce qui est formation en termes de traitement des eaux industrielles. Et on fait cette formation à la demande du client. Donc, si vous êtes une industrie qui a des chaudières, des circuits de refroidissement, vous faites de la potabilisation de l'eau au départ, nous sommes ouverts à former vos opérateurs, à leur mettre à jour en termes de traitement de l'eau industrielle. Et surtout, n'oubliez pas, le traitement des eaux industrielles, des eaux usées. Parce que le traitement des eaux usées va être la nouvelle bataille dans les pays subsahariens, notamment au Cameroun, dans les 5 prochaines années. Donc, beaucoup d'entreprises ne savent pas que ça va aller très vite en termes de, comment on appelle ça, en termes de pénalité, si vous ne traitez pas les eaux usées avant rejet. Et donc, WES est une entreprise qui fait le traitement des eaux usées. Et nous faisons toutes les formations en termes de traitement des eaux usées. Et là, voilà les documents que nous distribuons à nos étudiants. Là, c'est une formation sur le laboratoire. Si vous voulez faire le laboratoire des eaux usées, comment analyser les eaux usées et même les eaux potables. Et il y a des formations bien spécifiques dans le centre de formation pour ça. Le traitement des eaux de chaudière, pour ceux qui... Vous savez qu'en industrie, on fait deux choses. Hein. On chauffe et on refroidit. On chauffe avec la vapeur, on refroidit avec de l'eau dans un cycle de refroidissement. Donc, la vapeur est faite par une chaudière. Et donc, si vous mettez n'importe quelle dans votre chaudière, elle va exploser. Donc, nous faisons tout cela. Essayez donc de contacter le centre de formation professionnelle métier de l'eau. Il est à Douala-Ndogboun, 691 45 46 20. C'est un établissement qui est régi par le ministère de la Formation et de l'Emploi professionnel au Cameroun. Donc, il est bien régi par le ministère de la Formation professionnelle au Cameroun. Et nos attestations sont bel et bien signées par le ministère de la Formation professionnelle. Donc, si vous voulez vous former dans les métiers de l'eau, contactez le centre de formation professionnelle métiers de l'eau en Ndogboun et vous serez la bienvenue dans les métiers de l'eau. Parce que, comme je vous dis, c'est un secteur professionnel au Cameroun qui est encore vierge. Je dis bien, les métiers de l'eau au Cameroun, c'est un secteur encore vierge. Et quand vous allez vous former, chaque Camerounais qui va se former, et va rentrer dans les métiers de l'eau, ce sera un charlatan en moins dans les métiers de l'eau. Il faut bien noter ça. Donc, intéressez-vous aux métiers de l'eau, c'est les métiers de futur. Parce que, sachez que l'eau on ne va jamais s'arrêter d'utiliser l'eau. On ne va jamais... Vous allez arrêter d'utiliser votre voiture. Vous allez arrêter de manger, choisir la nourriture, mais vous n'allez jamais choisir l'eau que vous allez boire. Vous vous levez le matin, vous aurez besoin de l'eau. À midi, vous aurez besoin de l'eau. Le soir, vous aurez besoin de l'eau. La nuit, vous aurez besoin de l'eau. Donc, les métiers de l'eau sont encore vierges au Cameroun. Venez vous former au centre de formation professionnelle de métiers de l'eau. Il est situé à Ndogboun, entre le carrefour Zachman et l'IUT de Douala. Donc, on vous attend. Mais aussi, abonnez-vous à notre page, nos différentes pages, si vous voulez connaître mieux sur les métiers de l'eau. Abonnez-vous à nos différentes pages. Vous serez la bienvenue. Venez avec vos questions et on répondra au meilleur de nos connaissances en termes de traitement de l'eau, en termes de métier de l'eau. Donc, abonnez-vous à nos pages, c'est tout ce qu'on peut vous demander. Partagez nos vidéos, partagez nos directs pour que d'autres personnes puissent aussi avoir accès à ces informations-là.
Sur ce, je vous dis merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un bon dimanche et à demain. El professeur.